Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai publié pas mal de vidéos avec plein d'astuces en imagerie planétaire, mais elles s'adressaient quand même plutôt à des gens qui savent déjà faire de l'imagerie planétaire. Et après tout, j'ai jamais fait de vidéo sur comment débuter en imagerie planétaire. En fait, je fais une petite aparté quand même pour vous raconter quelque chose qu'on trouve peut-être pas ailleurs, mais quand il y a une star party, etc., on voit souvent le réflexe des gens d'aller prendre des photos avec leur smartphone. C'est une bonne idée, hein. Sur la Lune, ça fonctionne quand même relativement bien. Quand il va s'agir de planètes ou d'autres choses, c'est déjà plus compliqué. Donc ça peut être une bonne première approche. On a tous un smartphone, et dès lors qu'on a un petit télescope, c'est clairement faisable. Là, je montre un exemple avec un montage sur un tout petit télescope qui coûte moins de 200 € et on peut obtenir de belles vues de la Lune comme ça. D'ailleurs, ce petit télescope est fourni avec un support pour smartphone, donc autant en profiter et on peut faire de belles premières astrophotos comme ça, sans moteur, juste avec un tout petit télescope en plastique. C'est plutôt assez rigolo. Là, je montre d'autres exemples pris au smartphone. Donc à gauche, c'est un croissant de lune pris avec un bon smartphone quand même, plutôt haut de gamme. Derrière un télescope de 300 mm, là on pourrait zoomer dans l'image, hein. L'image montre pas mal de détails. À droite, c'est un peu la limite de ce qu'on peut faire en imagerie planétaire avec un smartphone. C'est une image de Jupiter. Alors là, c'est pas une photo clic-clac merci Kodak, hein. C'est une photo prise à partir d'une vidéo. J'ai mis le smartphone sur le télescope, j'ai zoomé dans l'image pour que la vidéo enregistre bien les informations sur la planète, parce que le format vidéo est toujours plus petit que le nombre de pixels qu'on a sur le capteur. Et donc après, j'ai donné cette vidéo à traiter avec des logiciels qui permettent de sélectionner les meilleures images et de les additionner. Dans l'absolu, c'est pas mal comme image. Dans la pratique, on voit qu'on a peu de couleurs. Je ne sais pas où elles sont passées, honnêtement. Je ne sais pas pourquoi on voit pas de couleurs. C'est un peu bizarre, j'ai pas trop compris. Sans doute que l'image n'est pas assez qualitative pour bien voir les couleurs, ou peut-être que l'appareil photo a trop compressé, ou manquait de lumière, je sais pas. Mais bon, voilà, on obtient une bonne image. Après, j'arrive à faire beaucoup mieux avec mon télescope quand j'utilise une caméra appropriée, même beaucoup mieux. Donc là, c'est aussi pris sur un télescope de 300 mm. Bon, voilà, c'est anecdotique, hein. Faut juste savoir qu'on peut le faire, mais là, c'est un peu moins une image de débutant. Faut déjà un peu d'habitude et de savoir-faire pour placer le téléphone, pour faire tous les réglages, même sur le téléphone. C'est un peu moins trivial que l'image de gauche où on a un croissant de lune, et là c'est assez facile. Dans les photos faites comme ça, il faut quand même pas hésiter à aller vers les modes experts du smartphone. Il y a des modes manuels où on peut régler soi-même le temps de pause, la mise au point, il n'y a pas tellement besoin. Normalement, l'autofocus devrait se débrouiller. Sinon, il suffit de changer légèrement la mise au point sur le télescope. Si l'autofocus est embuté sur le smartphone, ça peut gêner, mais bon, en général, si on n'a pas trop de défaut de vision et qu'on a fait la mise au point pour soi à l'infini, normalement, ça fonctionne. Il y a quand même, on voit plein de gens à faire des photos avec des smartphones, mais en fait, souvent, ils n'ont pas conscience qu'ils utilisent le télescope dans de mauvaises conditions. Là, on a un schéma qui montre l'image qui se forme à travers une lunette et un oculaire. Donc là, quand on va faire une photo comme ça avec le smartphone, on va justement faire passer la lumière à travers l'oculaire du télescope. Et l'image, elle se forme, l'image, elle passe à cet endroit, et les rayons, là, ça converge dans une zone où il faut placer son œil, là où se trouve la pupille de sortie. Il y a une distance optimale au vert à respecter. C'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir un adaptateur plutôt que de tenir à main levée, parce que souvent on voit les gens qui galèrent un peu. Bah oui, cette distance à trouver, c'est la même que l'œil. Avec l'œil, on y arrive bien, on se stabilise, on se positionne, on voit bien quand on voit pas. En tenant un téléphone à main levée, c'est moins évident. Et ce qui est pas forcément évident, c'est, on voit ici, là où les faisceaux de lumière là se réunissent, donc on a cette pupille de sortie qui fait une certaine taille physique. Et on voit bien que si on avait un œil plus petit, eh bien, on ne capterait pas toute la lumière du télescope. Et concrètement, ça reviendrait à diaphragmer l'objectif de l'instrument. Et on veut pas ça. Et bah, avec le smartphone, c'est pareil. Le smartphone est totalement assimilable
un œil, il y a un objectif comme le cristallin de l'œil, il y a un capteur comme la rétine de l'œil, c'est pareil. En plus, le dimensionnement de l'appareil photo d'un smartphone est en général un peu plus petit qu'un œil, mais c'est des tailles comparables à l'œil. Alors c'est intéressant quand même de compter quelle pupille de sortie il faut avoir ici pour que la lumière rentre bien dans le smartphone. La pupille de sortie ici, moins on grossit et plus elle est grande. Et souvent, si c'est une soirée publique, on reste sur des grossissements plutôt modestes, souvent, pour que les gens voient facilement, pour qu'il n'y ait pas à rattraper tout le temps dans le télescope. Donc on est souvent dans de mauvaises conditions pour mettre un smartphone derrière. Et donc, sur notre smartphone, donc on veut que cette pupille de sortie fasse la même taille que l'objectif du smartphone. Alors là, c'est un peu sioux déjà, parce qu'il faut savoir quelle est la taille de l'objectif sur le smartphone. La méthode la plus simple, moi je vous conseille de prendre un réglet assez fin et puis de regarder à l'œil comme ça en le plaçant devant l'objectif du smartphone pour voir à peu près quelle est l'ouverture de la lentille du smartphone. Vous devrez trouver un résultat qui sera de l'ordre en général de 3 à 4 mm à peu près sur les smartphones les plus courants. Ça peut être un peu moins, éventuellement ça peut être 2 mm. C'est très petit quand même, hein. Et donc il va falloir que la pupille de sortie ici, idéalement, fasse à peu près cette taille-là, autour de 2-3 mm. L'autre façon de savoir la taille de la pupille du smartphone, c'est d'aller voir dans les propriétés des photos, ce qu'on appelle l'exif. Donc on a ça en regardant les informations dans Photoshop par exemple, et on peut avoir l'information dans d'autres logiciels, ACDSI, j'en passe, enfin plein de logiciels permettent d'accéder aux informations contenues dans le fichier. Et donc dans ce cas-là, le fichier en général donne la focale réelle de l'objectif et non pas celle indiquée par le fabricant. Et on a aussi l'indice d'ouverture, c'est-à-dire le rapport entre la focale et le diamètre de l'objectif. On doit avoir un chiffre f2 point ou f sur, et c'est ce chiffre qu'il faut prendre. Et on divise la focale de l'objectif par ce chiffre, et ça nous donnera le diamètre de la pupille d'entrée de l'objectif. Mais bon, là, je rentre dans des choses déjà un peu plus compliquées. Donc, n'hésitez pas à juste prendre une règle et mesurer, c'est trop simple, et vous verrez en ordre de grandeur ce qu'il faut respecter, c'est pas très compliqué. Et après, pour savoir donc quel grossissement il faut avoir, c'est assez facile. En fait, la pupille de sortie, on la calcule en divisant le diamètre de l'objectif par le grossissement. Le grossissement, on l'a par la focale de l'objectif, c'est-à-dire la distance entre la lentille ici et l'endroit où se forme l'image, divisé par la focale de l'oculaire. Elle est toujours marquée sur l'oculaire, la focale, et sur n'importe quel télescope ou n'importe quelle lunette, sa focale, elle, est indiquée, il n'y a pas de problème. Donc on voit que la focale oculaire maximale, on peut l'obtenir avec cette valeur, la petite f égale P fois la focale de l'instrument divisé par son diamètre. Et donc P, c'est la taille de pupille de sortie qu'on veut, ou la taille de l'objectif du smartphone. Voilà, j'espère que c'était clair, mais en tout cas, c'est une chose à savoir. Et même, en fait, cette règle-là, moi, je vois plein de gens qui parlent de digiscopie, qui font de la digiscopie, etc., c'est-à-dire de la photo animalière, par exemple, derrière une lunette ornithologique ou derrière une petite lunette astro, en mettant derrière un appareil photo compact ou un smartphone. Et ces gens-là, je pense, ne se posent pas ces questions et font des montages qui ne sont pas du tout optimisés. Et si on veut faire un montage pour la photo animalière, je suggère fortement que la taille de la pupille de sortie soit vraiment égale à la taille de la pupille d'entrée du téléphone. Donc en gros au diamètre de la lentille de son objectif. Voilà, c'est dit. Donc au passage, ça vous fera peut-être une astuce pour d'autres domaines que l'astronomie. Alors sinon, le reste du temps, on va faire des montages un peu plus sérieux si on veut observer les planètes. Donc on va essayer de prendre un télescope. Là, c'est un modèle que j'utilise, mais voilà, il y a plein de télescopes de ce type. Donc on a en dessous une monture équatoriale motorisée, elle va compenser la rotation de la Terre. L'axe de cette monture est incliné. On va le mettre parallèle à l'axe de rotation de la Terre en visant à travers cet axe l'étoile polaire. Dans la plupart des montures équatoriales de ce type, il y a une petite lunette qui permet de viser l'étoile polaire. Et en imagerie planétaire, si on met l'étoile polaire au centre de cette petite lunette, ce sera en gros suffisant. On n'a pas besoin de faire un réglage très très précis.
Après, si on a envie d'être plus précis, on peut, hein, ça peut pas nuire, mais en tout cas, on n'a pas besoin de chercher une grosse précision de réglage. Donc à partir de là, une fois qu'on met en route cette monture, elle va toute seule faire un tour sur elle-même à raison d'un tour en 24 heures, et ça va nous permettre de garder l'objet qu'on observe dans le champ du capteur le plus longtemps possible. Et évidemment, on ne va pas utiliser un smartphone, on va utiliser des caméras dédiées à l'astronomie. Et donc, on va faire des montages dans lesquels, en fait, on va enlever l'oculaire et on va mettre directement un capteur ici, là où il y a notre image qui se forme. Alors il faut avoir en tête qu'on a des instruments, des caméras aujourd'hui assez performants qui permettent de voir de nombreux détails sur les planètes, par exemple dans les nuages de Saturne, là où c'était un peu difficile il y a encore quelques années. Et ça permet de faire plein de choses en sciences participatives. Là c'est un exemple qui remonte un peu déjà, mais c'est une image que j'avais fait avec Eric Bondou au moment de la mission Cassini. C'était un moment où la sonde autour de Saturne était loin de Saturne, elle avait une orbite très elliptique, donc elle ne pouvait pas bien observer Saturne. Je crois même qu'elle voyait le côté nuit de la planète. Et nous, on a observé une tempête vraiment très brillante, là, aux latitudes tempérées de Saturne, et on était les premiers à la voir, et en fait, on a reçu un message de gens qui cherchaient des amateurs qui avaient observé cette tempête, parce qu'ils l'avaient détectée par des signaux radio avec Cassini. Et bah donc, on a répondu présent, on était les premiers à se manifester, et ça a donné cet article assez mémorable sur le site de la NASA, où c'est peut-être la seule fois que Melun, à côté de Paris, a été cité dans un article de la NASA, et le titre, il claque, hein, c'est des amateurs et de la NASA à traquer le retour du dragon, parce qu'en fait, sur une image précédente de Cassini, l'orage ressemblait un petit peu à une forme de dragon, comme ça. Donc c'était assez rigolo, et puis en fait, depuis, des occasions de faire des sciences collaboratives, il y en a plein, ça c'est une occasion récente à partir d'un programme que j'avais initié avec Jean Lillenstein, où on a trouvé ce qu'on ne cherchait pas, ce qui arrive souvent en France, en sciences, on a trouvé un nuage de 3000 km de long, c'était pas notre objectif, mais ça a fait l'objet d'une belle publication scientifique à partir des observations d'Emmanuel Baudouin et de Christophe Pellier. On était un petit groupe comme ça de 10 observateurs, c'est eux qui ont tiré le gros lot en réussissant à faire des images d'un incroyable nuage de 3000 km de long, assez exceptionnel. Et ça c'est rigolo, hein, il y a 12 sondes et robots actifs sur Mars, autour de Mars, et en fait c'est nous depuis la Terre qui voyons ça, tout simplement parce qu'une sonde en fait elle va avoir le nez dessus, elle n'aura pas une vision globale comme ça de la planète. Nous ce qu'on peut faire c'est un peu l'équivalent d'un satellite météosat qui observe la Terre, on a une vision globale que n'ont pas tous ces robots sur Mars et autour de Mars. Là, d'autres exemples, vite fait, là, on a d'autres exemples de tempêtes découvertes par des amateurs, et plus intéressant encore, il y a des flashs, des impacts découverts sur Jupiter par des amateurs, et ce qui est intéressant à noter, c'est que les observations de flash, d'impact direct sur Jupiter, c'est des petits flashs lumineux causés par des étoiles filantes, en fait, mais avec des petits astéroïdes qui font quelques mètres de diamètre, et ces observations-là de flash sur Jupiter, elles sont uniquement le fait d'astronomes amateurs. Il y a aujourd'hui une dizaine de découvertes. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, on est peut-être à 11 ou 12. Et c'est très important, ça a l'air anecdotique d'observer les étoiles filantes sur Jupiter, mais en réalité non, ça permet de savoir quel est le taux d'impact dans le système solaire aujourd'hui, et ça permet de dater les surfaces planétaires, parce que quand on voit une surface planétaire, on compte les cratères pour savoir si c'est une surface jeune ou une surface vieille. Une surface jeune, évidemment, ne sera pas cratérisée. Alors, voilà, c'était juste pour trouver des sources de motivation, si vous n'en aviez pas déjà, juste pour vous souligner qu'en fait, que dès lors qu'on se lance dans l'observation des planètes, on peut faire plein de trucs super en sciences participatives. Donc, aller au-delà de simplement l'idée de faire une belle image et de s'éclater sur le plan technique, ce qui est très bien, hein. Je critique pas du tout l'aspect belle image et challenge technique, mais si en plus ça sert à la science, c'est encore mieux. En fait, alors je vais faire plusieurs présentations, là ce sera la première et je détaillerai le reste plus tard, mais on a plusieurs révolutions, on va dire, dans le domaine de l'imagerie planétaire ces dernières années. On a des caméras de plus en plus rapides, on a des logiciels incroyables qui n'ont pas arrêté d'évoluer depuis 20 ans, on a des accessoires optiques de plus en plus intéressants, et le matériel se démocratise, mais ça c'est incroyable, en particulier du côté des caméras, mais même des télescopes. Aujourd'hui, presque tout le monde peut acheter un télescope de 200, 250, voire 300 mm.
C'est un truc de fou, alors qu'il y a 15-20 ans en arrière, c'était déjà plus compliqué. Pour avoir un télescope motorisé, un télescope non motorisé encore, ça va, mais là on a des solutions motorisées assez abordables quand même. Alors, on va parler d'abord de résolution, parce que l'imagerie planétaire, c'est le domaine de la haute résolution. On est vraiment capable de pousser les instruments au maximum de leur résolution. Et là, il faut quand même comprendre une petite chose. Donc là, par exemple, c'est un exemple de télescope. Pour observer les planètes, on utilise plutôt des télescopes, hein. Les lunettes ont très bonne réputation pour ça, mais on cherche à avoir du diamètre, parce que c'est le diamètre qui apporte la résolution, comme on va le voir. Et un télescope, c'est constitué ainsi, au lieu d'avoir une lentille, on a un miroir, il réfléchit la lumière et il la focalise en un point, qui est sur la gauche de l'image ici. On ne peut pas observer directement à ce point-là, ou alors, enfin si, il faudrait mettre une caméra, mais en tout cas, on ne peut pas mettre son œil à cet endroit-là, évidemment, sinon on aurait la tête dans le chemin de la lumière. Donc ce qu'on fait à la place, c'est qu'on met un petit miroir plan qui renvoie la lumière sur le côté, et comme ça, on a créé un télescope de Newton. Il y a une variante qui est le télescope de Cassegrain. Au lieu de mettre un miroir plan, on met un miroir convexe et il renvoie la lumière dans l'axe derrière le miroir primaire qui, du coup, est percé. Peu importe, ça ne change pas grand-chose, le principe reste le même. En tout cas, on a deux miroirs sur un télescope, dont un qui est sur le chemin optique. Et alors, pour ceux qui ont fait un peu de physique, on se retrouve dans une situation assez analogue à l'expérience des fentes de Young. L'expérience des fentes de Young, si vous ne la connaissez pas, elle consiste simplement à faire passer une onde à travers deux fentes. Une onde, alors là tout de suite ça peut faire peur, cette expérience, si on utilise des vagues comme onde, ça marche très bien. Donc imaginez, on sort un petit peu des étoiles, des photons, on a ici un système qui génère des petites vagues, là, les petites vagues dessinées en vert, on passe à travers les deux fentes, ça nous fait de nouveau des vagues. Et en fait, ces vagues, quand elles se rencontrent, les vagues issues des deux trous, il y a des endroits où on a deux creux qui vont se rencontrer, ça va faire un creux plus creux. Des fois, on a une crête qui va rencontrer un creux, ça va revenir à niveau. Et des fois, on a deux crêtes qui se rencontrent, ça va faire une crête encore plus haute. Et c'est ce qu'on appelle une interférence de deux ondes, en fait. Là, les vagues, ce sont deux trains d'ondes qui vont faire des interférences. Destructive, constructive, et donc si on était dans un aquarium, là, si on mettait une vitre au bout, à droite, et on verrait que arrivé en face des fentes, on a des endroits avec des vagues hautes, des endroits avec des creux, des endroits avec des vagues un peu moins hautes, et encore un creux, etc. Et en fait, ce qui se passe à l'ouverture du télescope, c'est exactement ça. On peut imaginer que le bord externe des fentes, c'est les bords externes de notre miroir, et que le bout de mur qui est entre les deux fentes, c'est le miroir secondaire du télescope, et la lumière fait exactement la même chose que les vagues. C'est pas forcément intuitif, hein, mais la lumière c'est une onde, et la physique c'est magique, et donc ça se passe comme ça. Et donc la lumière interfère dans le télescope avec des endroits où les photons s'annulent, des endroits où ils s'ajoutent, et avec un maximum au centre, c'est ce qu'on appelle la figure d'Airy. On a un petit rond, et donc l'image d'un point, ce n'est pas un point, mais une figure d'Airy. Et cette figure d'Airy, elle est d'autant plus grosse que le télescope est petit. Donc si on veut réduire sa taille, et donc augmenter la résolution, il va falloir élargir l'écartement entre les fentes, donc prendre un télescope de plus grande taille. Si vous n'en êtes pas convaincu, moi je vous suggère de prendre un aquarium, de placer une cloison dans l'aquarium avec deux fentes et essayer de faire des fentes de plus en plus larges, et vous regarderez ce qui se passe en générant des vagues, ce qui se passe à l'autre bout de l'aquarium, là où les vagues se forment, enfin se cognent contre la paroi, pardon. Et si vous avez un système qui génère là des petites vagues de façon régulière, vous devriez pouvoir observer ce phénomène avec donc cette figure d'Airy, et enfin c'est pas une figure d'Airy, du coup ce sera une vague, mais une vague haute au centre, des vagues plus petites autour, et ça s'amenuise à mesure qu'on s'éloigne de la tache d'Airy. Là, l'image de tache d'Airy que je montre avec ces anneaux de diffraction autour, elle est visualisée de façon avec une visualisation un peu exagérée. Les anneaux sont pas si brillants que ça dans la réalité. Dans la réalité, 84% de l'énergie est au centre de la tâche de diffraction. Un peu moins si on a un miroir secondaire sur le télescope, mais enfin en tout cas c'est l'ordre de grandeur. On va avoir de l'ordre de 70 à 80%
de la lumière au centre et des anneaux plus foncés autour. Et en fait, dans la pratique, on va surtout voir le premier, voire le deuxième anneau de diffraction. Les autres, normalement, ils sont trop faibles pour les voir. En tout cas, à l'œil nu, avec une caméra, on peut faire autre chose, mais à l'œil nu, on les verra pas. Bref, ça, c'était la partie un peu théorique. De ça, en fait, on comprend qu'il va falloir, qu'il va y avoir une limite à notre télescope. L'image d'un point n'est pas un point, et donc ça va nous faire une limite de résolution. C'est ce qu'on appelle le pouvoir séparateur, et on peut le calculer pour un télescope en prenant 12 qu'on va diviser par le diamètre de l'instrument exprimé en centimètres. Donc pour un télescope de 200 mm, c'est 0,6. Si on est optimiste, on prend 0,5. En fait, ça va dépendre si on regarde la lumière rouge ou la lumière bleue. La diffraction ne se fait pas pareil dans le rouge et dans le bleu. Et dans le bleu, on va pouvoir aller plus loin en résolution. Après, on va pouvoir regarder si on met une caméra, quel angle la caméra va avoir sur chaque pixel. Et ça, en prenant la formule E égale 206 fois la taille du pixel en microns, divisé par la focale de l'instrument en millimètres. Donc par exemple, 206 fois 2,9. 2,9, c'est la taille des pixels sur beaucoup de caméras dédiées aux planètes actuellement. 3,9 ou 3,7, ça dépend des modèles, mais c'est essentiellement 2,9. Et donc si on prend un C8 par exemple, Schmidt-Cassegrain là de 200 mm, il a 2000 mm de focale et on voit qu'on voit 0,3 secondes par pixel à peu près. J'ai arrondi hein, évidemment, on n'est pas au pouillème près. Cette valeur, bah là elle est intéressante en fait. On voit qu'on veut résoudre des détails de 0,6 et chaque pixel va avoir 0,3. Et ben ça c'est pas mal parce qu'en fait dans la pratique c'est ça qu'il faut faire. Si on veut résoudre un détail, il faut que chaque pixel voit un détail 2 fois plus petit. Mais ça, c'est une valeur minimale. Il faut se prévoir une marge. Dans la pratique, moi, ce que je vous conseille, c'est que le télescope ait un rapport entre sa focale et son diamètre égal à 5 à 7 fois la taille des pixels exprimés en microns. C'est-à-dire, j'ai dit on a souvent des pixels de 2,9 microns, donc disons 3 microns pour arrondir. Ça veut dire qu'il faut avoir une focale au moins égale à 3 fois 5, donc 15 fois le diamètre du télescope en millimètres. Donc on est un peu au-dessus de ce que je donne dans cet exemple ici. Pourquoi je recommande d'être au-dessus? C'est que souvent on va utiliser des caméras couleur, et voici comment est faite une caméra couleur. Un capteur qui voit la couleur, ça n'existe pas. Les capteurs voient en noir et blanc, et donc pour restituer l'information couleur, on met des petits filtres devant les pixels, c'est ce qu'on appelle la matrice de Bayer. La moitié des pixels ont un filtre vert, un quart un filtre bleu, un quart un filtre rouge. Et à partir de ça, on est capable de reconstituer l'image couleur, mais en faisant ça, on perd une partie de l'information spatiale. Et donc, il va falloir augmenter l'échantillonnage, donc l'angle par pixel, d'à peu près 30%. C'est pour ça que je ne conseille pas de rester stricto sensus à cette valeur, là, ce qu'on appelle la règle de Shannon-Lindquist, là, d'échantillonner 2 fois plus fort. Il faut être un peu plus optimiste que ça, d'accord? Il y a une autre raison, alors là, je ne vais pas vous assommer de formules, etc., mais ce que je vous ai donné, ça respecte le critère de Rayleigh. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez chercher, là, c'est une page Wikipédia, je mets du Wikipédia parce que c'est bien illustré, je trouve. Le critère de Rayleigh, c'est une façon d'estimer le pouvoir séparateur d'un instrument, mais tout ça, c'est lié à des définitions et à des notions de contraste. C'est donc pas vraiment une définition absolue. On pourrait dire que pour avoir une bonne résolution, il faut que les figures de diffraction, là, les figures d'iris soient bien séparées. Ça, c'est le critère de Schuster. Et moi, j'aime bien utiliser un autre critère qui est le critère de Sparrow. Enfin bref, tout ça pour vous expliquer pourquoi au final, je vous conseille de faire un x5 à x7 la taille du pixel. Ça permet d'être adapté à ce que peuvent faire les caméras actuelles. Et là, les valeurs que vous avez ici, elles sont exprimées en radians. Jusqu'ici, j'ai parlé en fractions de degrés, c'est-à-dire en secondes d'arc. C'est des secondes de degrés d'angle. Et donc, si vous voulez passer des radians, au degré, il faut multiplier les radians par 360 degrés divisé par 2π. Donc ça, c'est à peu près 57,3. Et dans un degré, il y a 3600 secondes d'arc. Donc vous remultipliez par 3600. Donc si vous utilisez ces formules-là,
où lambda c'est la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde par exemple, on peut prendre le milieu du spectre là vers 550 nanomètres de longueur d'onde. Vous pouvez prendre cette formule en mettant le diamètre aussi dans la même unité. Il ne faut pas mettre la longueur d'onde en nanomètres et le diamètre en centimètres. Là, c'est pas une formule simplifiée comme celle que je vous ai montrée là où on mélange joyeusement les microns et les millimètres. Non, là, c'est une vraie formule de physique, elle est sérieuse. Donc là, on met tout en mètres, en centimètres, en millimètres, en microns, ce qu'on veut, mais on met tout dans la même unité. En tout cas, bon voilà, si vous voulez aller plus loin, ces formules, elles sont utiles. Alors, pour obtenir ces focales-là, il va falloir l'augmenter la focale, et ça, c'est pas très compliqué. On va utiliser pour ça une lentille de Barlow. Donc là, on voit sur l'instrument, si on met rien du tout sur son chemin optique, là c'est une lunette, mais si c'était un miroir, ce serait pareil. On a l'image qui se forme ici. La lentille de Barlow, en fait, c'est un peu l'inverse d'une loupe, là, c'est un système divergent. Donc ça va reculer le foyer, ça va faire comme si on voyait l'objectif de plus loin. Du coup, ça allonge virtuellement la focale de l'instrument. Alors il y a des Barlow à partir de 1,5 fois. Ça peut être adapté pour les télescopes ouverts à 10 ou 12. Je pense à tout ce qui est Schmidt-Cassegrain, Dell-Kirkham, Cassegrain, Maksutov. Tous ces télescopes-là, si on met une Barlow pas très puissante, entre 1,5 et 2, c'est bien. Après les autres télescopes, on va souvent chercher à mettre des Barlow plus puissantes. Sur un télescope Newton, on est généralement ouvert à f4 ou f5. Et donc là, on va tenter de mettre une Barlow 3 fois, voire 4 fois. Et donc ces Barlow, ça se trouve sans problème, c'est pas un accessoire très coûteux, et voilà typiquement le genre de montage qu'on va faire. Là-dedans, il y a un zinzin là qui s'appelle l'ADC, ça j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, ce qu'on appelle un correcteur de réfraction. Mais voilà, il suffit simplement d'avoir sa Barlow, d'enquiller sa caméra directement ou pas dedans. Alors si possible, ouais, c'est bien d'avoir. Il y a des Barlow en fait qu'on peut convertir pour la photo, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un filetage 42 mm, c'est quand même pas mal. Moi, je vous conseille d'avoir ce genre de Barlow. On a ça sur les PowerMate de Télévue via un accessoire. Et il y a quelques Barlow, alors j'ai pas tous les modèles en tête, mais qui peuvent proposer ce genre de filetage. Ça permet toujours de faire des montages un peu plus propres. Et ce qu'on veut en fait sur une Barlow, c'est que la distance entre la lentille de la Barlow et le capteur de la caméra soit pas trop grand. C'est-à-dire que quand vous achetez une Barlow, elle a une certaine longueur physique, et il faut à peu près respecter cette longueur physique, c'est-à-dire entre la lentille et le capteur, pour respecter la puissance donnée par le constructeur. Si vous vous rapprochez, la Barlow sera moins puissante. Ça peut être intéressant. Si on a une Barlow 2 fois et qu'on veut qu'elle grossisse un peu moins de 2 fois, ça peut être intéressant de jouer plus court, donc de trouver un système de montage qui permet de rapprocher le capteur de la lentille. Un montage tout simple, en fait, c'est qu'il y a plein de caméras qui ont un corps au coulant 31,75. Donc si vous avez une Barlow de base, que vous ne souhaitez pas utiliser de correcteur de réfraction, on l'oublie celui-là pour l'instant. Donc si vous avez une Barlow de base normale, vous pouvez acheter ces caméras bâtons, on les surnomme bâtons, qui peuvent s'enfoncer directement dans la Barlow, et là une Barlow 2 fois deviendra inférieure à 2 fois. Parce que le capteur se sera vraiment rapproché de la lentille par rapport à ce qu'on aurait avec un oculaire, etc. Donc c'est des caméras assez intéressantes. QHY fait ça. ZWO a certains modèles qui sont comme ça. Et on doit trouver ça encore sous d'autres marques de caméras que j'ai jamais eu en main pour le coup. Peut-être que Omegon a ça. Il faut vérifier. Maintenant, il y a de plus en plus de marques sur les caméras. Bon, en tout cas, la marque qui a la plus grande offre de caméras de ce type-là, c'est QHY, qui est une très bonne marque de caméra, il n'y a aucun problème. Alors, quand on va vouloir observer, on va faire face à plein d'ennemis. Le premier, ça va être la turbulence atmosphérique, c'est-à-dire des remous, de l'agitation dans l'air, le vent, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que dès qu'on a une bulle d'air chaud, une bulle d'air froid, ça crée du vent, ça crée des mouvements d'air. Et en fait, la lumière, elle va pas prendre le même chemin selon qu'elle soit à travers une bulle d'air chaud, une bulle d'air froid. Et s'il y a du vent, tout ça, c'est brassé. Et donc le chemin de la lumière bouge en permanence, c'est ce qui fait la scintillation des étoiles qu'on voit à l'œil nu. L'atmosphère peut aussi absorber la lumière, c'est le cas, on a en ce moment Saturne qui est très basse, vers une vingtaine de degrés,
Et Saturne, bah, quand on l'observe à 20 degrés de hauteur, l'absorption de l'atmosphère, c'est pas négligeable quand même. On peut avoir des effets de vent et de turbulences locales. Le plus typique, c'est vous observez sur une dalle en béton qui a été éclairée au soleil toute la journée, ça va faire une turbulence locale. On va avoir une limitation qui est liée à la taille de l'instrument, ça on l'a vu, la limite de résolution d'un instrument. On va avoir une autre limitation qui est liée à l'araignée de l'instrument, c'est-à-dire le support du miroir secondaire. Là j'ai mis une photo où il n'y a pas d'araignée, c'est un Maxutov, c'est tenu par une lame en verre, enfin par un ménisque plus exactement. Mais en tout cas, quand il y a des lames en métal qui tiennent le miroir secondaire, ça va dégrader la qualité d'image. Légèrement, c'est faible, mais ça fait partie de tout un tas de choses qui vont dégrader l'image. En fait, individuellement, il y a plein de choses qui dégradent la qualité d'image. Chaque chose ne va pas forcément dégrader beaucoup, mais quand on met tout bout à bout, on se rend compte qu'on a intérêt un petit peu à optimiser chaque chose. L'obstruction, c'est la taille du miroir secondaire du télescope par rapport au diamètre du télescope qu'on exprime en général en pourcentage du diamètre. C'est-à-dire, par exemple, on a souvent des valeurs de l'ordre de 30%. C'est-à-dire que le miroir secondaire est 30% plus petit en diamètre que le miroir primaire. Donc ça fait de la diffraction sur les bords du miroir secondaire et ça participe à dégrader la qualité d'image. Et plus le miroir secondaire est grand, plus ça nous embête. On y reviendra là-dessus. On verra dans une autre vidéo, de combien ça dégrade l'image. On a les défauts optiques du télescope. Une optique est rarement parfaite, enfin n'est jamais parfaite. Après, elle peut avoir un niveau qui fait que ses défauts sont négligeables, mais en tout cas, l'optique parfaite, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle collimation, ensuite, c'est les réglages de l'instrument, l'alignement optique. C'est pareil, on y reviendra. Ce qui peut nous gêner, c'est la turbulence instrumentale, c'est-à-dire, tout simplement, si notre télescope est chaud, quand on le sort dehors, il va se passer des choses. Le télescope va rayonner de la chaleur, ça va faire des petits mouvements d'air dans le télescope, et ça va dégrader la qualité d'image. À l'intérieur de l'optique, on va essayer d'éviter d'avoir des reflets, si bien qu'il y a des gens qui prennent leur télescope et qui les tapissent de feutrine ou alors de peintures très spéciales. Il y a des peintures maintenant qui ont des pouvoirs d'absorption, des peintures noires, qui ont des pouvoirs d'absorption de la lumière je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être de l'ordre de 99%. Donc des peintures très très noires. Ça se trouve, ce genre de peinture dans le domaine public. Il y a une peinture qui avait fait du buzz il y a quelques années dans le domaine de l'art, qui est au-delà de 99%, qui doit être à 99,9%, mais ça, ce genre de peinture, on n'a pas accès, mais peu importe. Si la peinture absorbe 99% de la lumière, c'est bien. On va avoir des problèmes de vignettage, ça c'est un assombrissement de l'image en bord de champ, ça on s'en fiche un peu quand on observe les planètes, parce qu'on observe un champ petit. Si on fait de l'observation visuelle, il peut y avoir les défauts de l'oculaire. En général, si on met un minimum d'argent dans l'oculaire, je dis un peu au pif 100 € et plus, en général, on a des oculaires de bonne qualité. Après, quand on fait des photos, on peut avoir des défauts de mise au point. Ça a l'air un peu bateau dit comme ça, mais selon la qualité du télescope, la mise au point va être plus ou moins fiable, plus ou moins précise. Et puis, quand on fait de l'observation visuelle, après on a tous les défauts de l'œil, on a le fait de regarder avec un seul œil. Mais là, moi je m'attache plutôt à l'imagerie. Prendre des photos. Donc la turbulence, en fait, c'est tout simplement le vent, pour simplifier la turbulence. Si le vent vient de l'océan, il va être passé sur une surface plane. Donc le flux d'air, on va avoir des vecteurs du vent parallèles les uns aux autres. Donc ça c'est bien, ce qu'on appelle un flux laminaire, ça c'est vraiment bien. Le vent, s'il est laminaire, ça ne nous embête pas. Et donc quelqu'un qui est en bord de mer avec le vent qui vient de la mer, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Si on est un peu à l'intérieur des terres, et là le vent commence à rencontrer des obstacles, ça peut être des obstacles même proches de nous, des immeubles, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être un peu embêtant. Je dis un peu parce que ce qui nous embête le plus en fait, c'est la turbulence qui est plus haut dans l'atmosphère. La turbulence qui est très basse, souvent ça va déformer l'image sans forcément manger les détails. La situation qui est très propice, c'est d'être en montagne. Là, on évite carrément l'écoulement près du sol. Mais la montagne, ça marche si on est la première montagne par rapport au bord de mer. On a cette situation-là dans tous les grands observatoires. Si vous regardez l'observatoire Paranal, donc de l'observatoire européen et austral, là où il y a le VLT, c'est une montagne qui a 13 km de la mer. Hawaï, le volcan, là c'est un gros volcan en plein milieu du Pacifique.
On est vraiment, il n'y a pas d'autres montagnes autour, en fait, il y a le volcan, et puis on se met en haut, et puis on est bien. Le vent peut venir du nord, du sud, dans tous les cas, il vient de l'océan, c'est super, il n'y a pas d'obstacle. Et bon, voilà, je pourrais donner plein d'exemples comme ça. En tout cas, la situation qui est pas terrible, c'est justement si le vent passe sur du relief, qu'on est derrière le relief, là, le vent, ça va partir dans tous les sens, ça va faire n'importe quoi. Ça, c'est vraiment pas terrible. Et le pire du pire du pire du pire, c'est d'observer dans une vallée. Dans une vallée, le vent va de toute façon rencontrer du relief. Et en fait, on n'a pas que le problème du vent, on a le problème que l'air qui est sur le sommet des montagnes, au coucher du soleil, cet air se refroidit, il est plus éclairé par le soleil, et de l'air qui se refroidit, ça devient plus lourd, et ça dévale les pentes. Et donc on a ce qu'on appelle la brise de vallée, et c'est pas bien du tout, quoi. Enfin, on peut pas observer dans une vallée, quoi. On peut pas faire d'observation planétaire dans une vallée. Alors si vous regardez cette vidéo, et que vous vous trouvez dans une vallée, à la limite, je dirais, bonne nouvelle pour vous, il y a des montagnes autour, allez en haut de la montagne, et puis vous verrez si ça se passe mieux, ou en haut d'un col, vous aurez plus de chance, mais une vallée, vraiment, c'est une perte de temps, vous risquez de vous énerver, en fait, si, si vous essayez de faire de l'imagerie planétaire au fond d'une vallée, parce que ce sera quasiment jamais bon. Sauf des conditions particulières, ou d'attendre la fin de la nuit, que ce soit un anticyclone, c'est sûr qu'il y a toujours une nuit, ou même au fond de la vallée, ça ira, mais je vous déconseille. Chose importante là pour voir les vents, nous ce qui nous intéresse du coup, oui, c'est les vents à tous les étages. Donc on regarde dans Vent to Sky par exemple, ce site est bien fait. On a la carte des vents au niveau du sol. Moi souvent je regarde à 100 mètres du sol, parce que je suis un petit peu en hauteur dans un immeuble. Et notamment si le vent vient de l'est, là je le prends de face, et même quand il y a 15 km/h, 10-15 km/h à 100 mètres du sol, ça commence un peu à me gêner. Et surtout, ce qu'on regarde, c'est les vents en haute altitude, ce qu'on appelle les jet streams. On a beaucoup de jet streams en France, à notre latitude. Et pour voir ces vents, on peut régler en fait l'altitude en dessous de l'onglet des vents. Et on se met à l'altitude qui correspond à 200 hectopascales ou 300 hectopascales. C'est l'altitude à laquelle volent les avions de ligne, qui aiment bien avoir le jet stream dans le dos d'ailleurs, et ils aiment un peu moins l'avoir de face. Mais eux, ils peuvent toujours jouer éventuellement s'il faut pour se mettre en dessous de ce courant en jet, ou un petit peu au-dessus, ça doit être plus rare, mais si vraiment il est très fort, ils doivent pouvoir se mettre un petit peu en dessous, je pense. Et puis dans Vent to Sky, c'est bien, on a tout, on a les images radar, les images satellites, pardon, on a les prévisions de nuages, évidemment, les prévisions de pluie, etc., etc. Alors, on est dans un domaine où on dit souvent que la quantité ne fait pas la qualité, mais chez nous aussi, ça va être le cas. Là, voilà un exemple d'image. Ce qu'on fait en fait en imagerie planétaire, c'est qu'on va prendre plein de photos. Pour prendre plein de photos, on prend un film avec une caméra à des cadences comprises entre 10 images secondes, mais c'est souvent plus vite. On est souvent au moins à 30 images secondes. Et selon la cible, on va monter à 60, 70, voire 100 images secondes, et pourquoi pas même encore un peu plus vite. S'il s'agit de Mars à l'opposition, on peut pousser à quasiment 200 images secondes. Sur Jupiter, je conseille de pas tellement dépasser plus de 100 images par seconde. Et sur Saturne, 40 à 50 images par seconde, ça me semble être une limite supérieure raisonnable. Donc ça correspond aussi au temps de pause qu'on a. Quand je dis 100 images par seconde, ça veut dire qu'on va faire un temps de pause d'1 centième de seconde. Le but de ce temps de pause, ça va être de figer les mouvements de la planète dus à la turbulence de l'atmosphère, justement. Et quand on additionne nos images, en fait, la qualité d'image, ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit, donc le bruit, il envoie l'image de gauche, c'est tout granuleux, c'est ça le bruit. Alors le bruit, il est lié à la caméra, mais il est aussi lié à la nature de la lumière. Les photons arrivent un par un, c'est pas un flux continu. Et donc ça nous fait une forme de bruit de photons. Et la caméra elle-même a son propre bruit. Et donc on va essayer de mettre plein d'images. Au milieu, là j'ai mis un exemple avec 3500 images additionnées. Ça paraît beaucoup, mais c'est typiquement l'ordre de grandeur de ce qu'on fait. Et une fois qu'on a cette image additionnée, on voit qu'on n'a pas gagné de détails, mais par contre on a enlevé le bruit. On l'enlève jamais complètement, mais en tout cas on l'a beaucoup atténué. Et à droite on a l'image traitée.
La qualité d'image, elle s'améliore en racine carrée du nombre d'images additionnées. Enfin, si vous n'aimez pas les maths, ça vous fait peur, je vais le dire autrement. Si vous voulez améliorer l'image d'un facteur 2 en rapport signal sur bruit, il vous faut 4 images. Parce que 2 fois 2, 4. Racine de 4, 2. Et ça veut dire que si vous voulez gagner un facteur 10, il faut déjà 100 images. En fait, plus on additionne d'images, et moins on gagne, en fait, en rapport signal sur bruit. Néanmoins, quand on fait de l'imagerie planétaire, et puis je vois c'est pareil pour les gens qui font du ciel profond, on est un peu entêté, et donc on met quand même des milliers d'images, de même que les gens qui font du ciel profond. On voit régulièrement des gens qui s'énervent très fort et qui font 50 heures, 100 heures de pause, parce que ils gagnent toujours en fait. C'est juste que plus on en ajoute, et plus il faut prendre de temps pour en ajouter. Et donc voilà, chez nous, l'ordre de grandeur en imagerie planétaire, c'est quelques milliers d'images, si possible, à additionner. Alors pourquoi on veut aller vite? Ça, c'est lié à la turbulence. La turbulence, il y a une façon de caractériser ça, c'est de se dire qu'on veut respecter le critère de Fried. Je ne veux pas rentrer dans le détail du critère de Fried pour pas vous faire peur, mais en gros, c'est accepter une certaine quantité de défauts sur l'image d'une étoile. Pour le faire simple, enfin d'une étoile ou d'un point, c'est accepter une certaine quantité de défauts. Pour les spécialistes, c'est de l'ordre de lambda sur 6,28 RMS, ça correspond à un STREL de 40%, mais si vous n'avez jamais entendu parler de RMS et de STREL, on s'en fiche. Donc si on veut respecter ces défauts, en fait, il faut qu'on ait des cellules comme ça, selon la structure de la turbulence, on va avoir des cellules plus ou moins grandes, stables en fait, d'air stable, dans lesquelles l'air va pas être trop perturbé, et ça va définir ce qu'on appelle le R0 qui respecte un petit peu ce critère de Fried. Et le R0, en fait, ça va nous permettre du coup de faire un diagramme là où on met le R0 et on regarde en fonction du diamètre de l'instrument, donc c'est les différentes courbes, bleu pointillé, rouge, rose, qui correspondent à différents diamètres d'instruments, et on va voir du coup quelle est la probabilité d'avoir des bonnes images en fonction de ça. Donc typiquement, en pleine, une nuit un peu normale, on va avoir un R0 de l'ordre de 50 mm. Mettons 60, là c'est plus simple à lire sur la courbe. On voit que si le R0 est de 60 mm, avec un télescope de 20 cm, de 200 mm, on aura à peu près toutes nos images qui resteront bonnes. Mais on voit que sur un télescope de 300 mm, la même nuit, on n'aura plus qu'une image sur 10 de bonne qualité. Ça s'effondre. Ça s'effondre vraiment. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un peu mieux en résolution qu'avec le 200 mm. Mais par exemple, si on prend un télescope plus grand encore, 400 mm, là on tombe à même pas une chance sur 100 d'avoir une bonne image. C'est à peu près une chance sur 200 d'avoir une bonne image. Donc en fait, dans ces conditions-là, le télescope de 400 mm va être limité à la résolution d'un télescope de 200 à 300 mm, quelque part entre les deux. Sur un bon site, on va réussir à monter un R0 de 100 mm. Donc là, on voit qu'avec un R0 de 100 mm, les bonnes nuits, on va réussir à avoir près de la moitié des images. Avec un télescope, on va pouvoir un petit télescope, on va quasiment pouvoir tout garder. Et en montant en diamètre, il va falloir peut-être garder un tiers, la moitié des images. Les R0 des bonnes nuits, c'est dans cette zone de R0 à 80 à 100 mm. Sur un bon site, à l'Observatoire Paranal, par exemple, le R0 médian, c'est 180 mm. Et c'est vraiment très différent de ce qu'on a du coup sur nos sites de plaine, où on est plutôt... si on prend une nuit un peu au hasard, on a surtout plus de chances de tomber sur un R0 de 50 mm que de 100 ou 180 mm. Et les bonnes nuits à Paranal, ça peut monter à 200 mm, ça fait rêver. Mais du coup, c'est pour ça qu'on va vite, on fait plein d'images en espérant en avoir, selon les nuits, 10, 20, 30, 40% de bonnes. Quand j'observe chez moi, si c'est vraiment très mauvais, je m'acharne pas forcément à produire une belle image. En tout cas, je surveille Jupiter pour essayer de voir s'il n'y a pas des impacts dessus.
Et puis les nuits où j'essaye vraiment de traiter les images, de sortir quelque chose, je garde en ordre de grandeur entre 20 et 50% des images l'essentiel du temps. Puis il y a des très bonnes nuits où on peut monter à 60, 70, 80. Ça m'est rarement arrivé de mettre plus que 80, parce que bon, après il y a toujours des petits coups de vent, des vibrations du sol. Après, il n'y a pas que la turbulence qui peut dégrader quelques images dans la série. Voilà, bon, c'était tout pour cette première vidéo. Il reste plein de choses encore à vous raconter là-dessus. Donc ça va être le premier épisode d'une série de 3, je pense. Je vais découper en 3 pour pas faire des vidéos trop longues, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Si la vidéo vous est utile, laissez un pouce bleu si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, c'est pas grave. Si ça vous a été utile, c'est le plus important. Et si vous voulez vous tenir informé quand même des prochaines vidéos qui sortent, vous pouvez activer la cloche comme on dit. Ça vous avertira de la suite de cette petite série pour débuter en imagerie planétaire. Alors je vais essayer de sortir le reste rapidement, parce que arrivé à ce stade où vous n'êtes pas forcément très équipé en connaissances, on va dire, peut-être pour faire des images. Enfin, en tout cas, vous pouvez déjà vous entraîner un peu avec votre smartphone. Et puis après, après, si vous avez une caméra, vous pouvez essayer. Hein. En fait, dans cette série de vidéos, il y a une partie qui est tuto logiciel. Ça, je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Sur cette chaîne, dans la playlist, il y a des tutos. Il y a un tuto en particulier sur le logiciel Fire Capture. C'est lui qui permet de prendre les images. Et il y a des tutos sur les logiciels AutoStackert et AstroSurface qui permettent de faire le traitement. Donc voilà, si vous voulez explorer ça par ailleurs en parallèle, vous le pouvez, parce que ça je le traiterai pas dans cette série vraiment de gros basiques, parce que ça a déjà été fait par ailleurs. Je vous dis à bientôt et bon ciel.